Bon, donc j'ai le plaisir d'être avec Bruno Elie Drey, qui est l'auteur, enfin ça c'est une ancienne édition, enfin les trésors étymologiques de la Bible. C'est un grand polyglotte, on peut dire, hein. Vous êtes un génie des langues, vous comparez les mots les uns entre les autres, et notamment les comparaisons étymologiques entre l'hébreu et 7 langues contemporaines, le français, l'allemand, l'espagnol, l'arabe, l'anglais, l'italien et le russe. Et ça n'arrête pas, votre recherche est incessante. Oui, c'est incessant, oui, en fait. Vous avez fait combien, à votre avis, de rapprochements depuis que vous commencez? 730 rapprochements entre d'une part l'hébreu et d'autre part donc les principales langues Oui. européennes, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe. Alors qu'est-ce qui vous a mis sur la voie de cette recherche, Bruno? En fait, ce parcours est lié à ma propre histoire, à mon histoire personnelle, à ma vie personnelle. Oui. Je dois dire, parce que en fait, c'est un événement grave qui m'est survenu il y a près de 20 ans à Lyon, qui en fait m'a amené à écrire. En fait, j'ai été victime d'un braquage à main armée, donc qui a entraîné en fait une dépression, une forte dépression qui s'est produite, ce qu'on appelle le post-traumatique, hein, le stress post-traumatique, en fait, qui intervient quelques mois après l'événement et qui m'a totalement bouleversé, qui a révulsé ma vie. Et donc j'ai vraiment eu une très très forte dépression. Et en sortant de en fait, m'est venue ensuite l'idée, en fait, je ne pouvais plus travailler étant donné que j'avais. Il y a combien de temps déjà? Il y a près de 20 ans. Ouais. Et bon, je ne pouvais plus travailler à cette époque. Et donc, m'est venue l'idée d'écrire une méthode. En fait, je devais partir en Israël. Je devais m'installer en Israël afin de tourner la page de cet événement. C'était une solution, oui. C'était une solution. Mais finalement, j'avais décidé de rester en France parce que bon, j'aime profondément ce pays. Ce pays m'a tout donné. D'ailleurs, je rends hommage à la France dans la présentation de mon nouvel ouvrage, là, qui a été publié en 2014, qui succède à ce livre. Le nouveau titre de l'étude s'intitule Les racines bibliques des langues occidentales. Et donc, j'ai décidé de rester en France afin d'écrire cet ouvrage-là qui, au départ, devait, je pensais... celui-là était venu en premier, dans quelque sorte. Oui, en fait, celui-là était préparé en premier. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pensais que je pouvais conclure une étude de la langue hébraïque, en fait. Je pensais donner au maximum 1 an pour écrire cette méthode et finalement ça a nécessité près de 14 ans. Parce qu'en fait il y a un premier tome, il y a également un second tome. Et en fait je voulais absolument écrire cet ouvrage parce que en fait j'avais perdu mon père 2 ans auparavant, moins de 2 ans avant le braquage. En fait je voulais absolument écrire cet ouvrage, la mémoire de mon père en France, parce que mon père aimait profondément la France. Moi j'ai hérité de cet amour qui m'a permis d'aller au-delà de moi-même, parce que je suis un autodidacte. J'ai appris l'hébreu par moi-même. Oui, justement, je voulais savoir où vous aviez appris l'hébreu. Par moi-même. En France? En France. Par des méthodes quand même? C'est-à-dire que j'ai utilisé un dictionnaire afin de pouvoir apprendre l'hébreu, puis un livre aussi, une méthode très très bien qui s'appelle Ivrit Arshad, l'hébreu présent. Mais je me suis rendu compte que j'avais la possibilité d'apprendre, d'approfondir, d'étudier par moi-même les langues. Et c'est ainsi que par la suite, c'est-à-dire que je suis vraiment un grand autodidacte, même dans ma vie professionnelle, parce que figurez-vous que au début de mon expérience professionnelle, j'avais créé
un fichier de 60 000 clients dans une grande entreprise. C'est-à-dire qu'il a fallu recenser, rechercher l'ensemble des informations disons de chaque client, étant donné que la société, l'entreprise avait connu une croissance exponentielle et qu'il fallait donc rechercher l'ensemble des informations. Il fallait informatiser donc. Voilà, il fallait informatiser, donc il fallait procéder à des recherches manuelles dans un premier temps. Et puis ensuite entrer tout sur un logiciel. Parce que vous travaillez, c'est la société où vous avez été braqué ou c'est une société que vous avez créée ou que vous avez travaillé dedans? Oui, j'ai travaillé dedans, c'est une société de la région lyonnaise. Bon, d'accord. Je suis né à Lyon. Et donc vous connaissez Robert Benazra? Je connais bien Robert Benazra puisqu'il est issu de ma communauté spirituelle. Oui. Très bien. Et qu'est-ce qu'il pense de vos travaux? Il est très impressionné et puis il s'intéresse beaucoup. Donc la thèse que vous défendez, c'est que les langues européennes, y compris l'arabe d'ailleurs, ont emprunté, ou en tout cas ont des points communs avec l'hébreu. Oui, ont des points communs. Ou alors des origines. L'arabe, c'est normal, c'est une langue sémitique. Oui, voilà. Ont des origines communes avec l'hébreu. Oui, c'est-à-dire que je pense que l'hébreu a été source d'inspiration en Occident depuis le début du Moyen-Âge. En effet, l'hébreu a conservé le caractère de langue sainte, et étant donné que c'est la langue de la première religion monothéiste, eh bien, elle a servi d'emprunt d'autres langues. Oui. Alors, est-ce que votre démonstration vous semble concluante? C'est-à-dire, combien, enfin idéalement, il faudrait combien de cas de convergence pour que ce soit absolument avéré? Moi, je pense que j'ai trouvé à ce jour près de 750 rapprochements entre l'hébreu et les langues que j'ai citées au début de notre conversation. Voilà. Et moi, ça me paraît très pertinent. Ça me paraît très démonstratif. Oui. Je pense qu'en effet, on peut dire qu'il y a eu influence de l'hébreu. Donc, en effet, des caractéristiques que je viens de vous citer. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'on peut dire la même chose du français. La langue française a marqué profondément l'allemand, le russe, l'anglais, etc. Et de manière beaucoup plus... L'anglais, non, mais même l'allemand et le russe. Oui. Et de façon encore plus massive que l'hébreu. Il y a plusieurs milliers de mots français en anglais, par exemple. Absolument. C'est vrai que c'est reconnu que l'anglais a emprunté du français de manière très importante. Oui. Et en effet, je pense que cela est reconnu. Oui, voilà, c'est ça. Cela est reconnu. Par contre, l'empreinte de l'hébreu n'est pas... Non, quand on demande à brûle pour point aux gens quelle est l'empreinte de l'hébreu, c'est vrai qu'on dit il n'y a pas grand-chose, il y a Alléluia, Amen, quelques prénoms, il y a des prénoms. Oui, il y a des prénoms, il y a aussi des noms, il y a Tohu Bohu, oui. Il y a des noms. Et puis il y a des trucs de l'évangile aussi, comme Capharnaüm, et tout ça comme ça. Absolument. Enfin, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose, mais moi j'ai été plus loin. Alors, quelle est de ces langues, quelle est celle pour lesquelles vous avez eu le plus de résultats? Le français, c'est le français. Ah oui, c'est-à-dire que ça vous a plus frappé? Oui, parce que oui, en effet, parce que je connais mieux le français, bien entendu. Ah oui, d'accord. Étant francophone. Donc comment vous faites? Vous prenez des dictionnaires? Non, moi je ne prends pas des dictionnaires. Moi je pense à des mots. Mais comment vous faites? Il faut déjà que vous connaissiez la langue. Oui, je connais la langue. Vous pratiquez ces langues, vous les lisez, oui. Enfin vous lisez des bouquins dans ces langues, moi je parle les langues. Et à partir de là, tout d'un coup... Non, c'est-à-dire que je procède de la manière, je pense profondément à un mot hébreu. Ah oui. Voilà, oui. À un mot hébreu. Et vous demandez dans quelle langue il y a un équivalent. Et j'essaye de voir des liens, parce qu'en fait, ce ne sont pas des traductions simultanées. Ce sont en fait des liens entre des mots qui ont un sens commun. Donc, si vous voulez, si je comprends bien, on pourrait prendre n'importe quel mot hébreu au hasard,
c'est pas mal. Ouais. Ce serait un jeu et on se demanderait dans quelle de ces langues il y aurait quelque chose qui se rapprocherait à la fois au niveau de la forme et au niveau du sens. En effet, ça peut être un jeu au départ. Hein. C'était un jeu au départ, à vrai dire. Mais c'est devenu en fait la complexité de la recherche, mais également l'approfondissement, parce que j'ai mis parfois des mois à trouver des liens, des liens lexico-consonantiques dans un premier temps, mais lexico parce qu'en fait ma démonstration est probante. Hein. Je vais vous citer quelques exemples. Allez, bah oui, c'est ça. On va citer des exemples. Hein. Alors, vous avez par exemple le mot BMA qui se traduit dans la Genèse par animal. Et il faut savoir dans un premier temps que l'hébreu comporte 22 consonnes. Et que parmi ces consonnes, certaines peuvent se prononcer de manière différente. Vous avez par exemple les lettres doubles. Ouais, absolument. Vous avez par exemple la lettre B. Bagat Kafat. Voilà, qui peut se prononcer B ou V. Alors en fonction d'un point hébraïque appelé dagesh qui peut figurer au sein ou non du caractère. Donc BMA, ça va donner véhément. Voilà, absolument. Hein, oui, absolument. C'est très remarquable parce que en fait, véhément, c'est bien avoir un comportement bestial. Bestial, tout à fait. Vous avez d'autres exemples. Vous avez par exemple sadine, qui signifie le drap. Sadine qui signifie le drap, je crois dans le livre des Proverbes. Enfin, en hébreu moderne même. Voilà. Et vous avez en fait l'étude du linceul de Turin, qui est la syndonologie. Et en fait, on arrive à retrouver les principales correspondances consonantiques. Alors justement, tout ça n'est pas venu comme ça. Hein. Oui. Il a fallu beaucoup, en fait, une recherche. C'est-à-dire, donc, comme j'ai pensé au mot, j'ai essayé, et je suis tombé sur l'étude. Voilà. Alors vous avez pris tout le dictionnaire pour trouver ça? Oui, en fait, j'ai trouvé, en fait, avec Internet aussi, on peut... Ah oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, moi, Google permet de trouver des choses qui je m'intéresse à la théologie, donc j'ai vu la syndonologie. Oui, d'accord. Ça s'écrit comment, syndonologie? Ça s'écrit... Syndon, qui est du grec, oui. La couverture aussi, alors je l'avais vu, mais là aussi, j'ai été très loin, c'est qu'en fait, j'ai trouvé une correspondance entre le mot sarid, qui signifie vestige en hébreu, mais qui en fait j'ai recherché avec un dictionnaire biblique, sarid, et puis j'ai vu que ça signifiait également vêtement. Vêtement, ça se traduisait par vêtement, par vêtement de lin. Et en fait, j'ai trouvé une correspondance consonantique avec le terme allemand Schrud, S-H-R-O-U-D, et donc on retrouve le S. Alors je viens aux auditeurs que en fait, sarid, c'est avec la lettre shin en hébreu qui peut se prononcer S ou CH. Oui. Donc il donnerait une correspondance avec... Schrud, j'ai compris Schrud. Oui, parce que Schrud, ça signifie linceul. Ça s'écrit S-H-R-U-D, vous voulez dire? S-H-R-O-U-D. Ah non, il n'y a pas de O en allemand, O-U. Non, mais c'est en anglais. En anglais. Non, parce que vous avez dit en allemand, en anglais. Parce que je pensais en anglais. Voilà, et Schrud, en effet, on voit... Shroud. Excusez-moi pour la prononciation. Non, c'est Shroud. C'est Shroud. Excusez-moi pour la prononciation. Mais en fait, j'avais trouvé cette correspondance consonantique extraordinaire, parce que vous avez sadine et syndonologie, et vous avez sarid et Shroud. Et vous retrouvez donc... Et alors pour l'arabe, alors finalement, comme vous dites, ce sont des langues sémitiques. Donc normalement, ça ne devrait pas manquer les correspondances. On peut en trouver plus que... C'est même pas la peine. Oui, voilà. Donc c'est... Voilà. Mais là, ça n'a pas... Vous avez tarikh, la date en hébreu. Enfin, c'est pas... Derer et tarik. Voilà, en effet, vous avez...
Non, mais ça, Dame, c'est... dame non, en mais... hébreu, Ou Dahab et Zahav. 100, voilà. Non, on pourrait en trouver des centaines. Ah bah là, on en trouve. Avec l'arabe, on pourrait en trouver des Ah bah centaines. oui, mais j'en ai cité quelques exemples. De même qu'entre l'anglais et l'allemand, il y a des similitudes aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un mot hébreu qui correspondrait dans votre signification, aussi bien en allemand qu'en anglais, dans certains cas. C'est vrai que ça peut arriver parce que le D en anglais correspond au T en allemand. Hein. Par exemple, oui. Oui, parce que le D. Il faut savoir que par exemple, le D en. Donc, un mot donc, avec la lettre D à la fin du terme en allemand se prononce D. Oui. Non, mais c'est évident, ça pourrait faire l'objet de jeux télévisés ou des choses comme ça, oui, effectivement. Jeu télévisé. Moi, oui. j'avais pensé à faire des jeux linguistiques. Par exemple, on donne aux gens des textes en anglais et il faut trouver le maximum de mots français. Je sais pas, enfin, il faudrait sensibiliser les gens à ces questions linguistiques. Ah oui, oui, absolument. Parce que les mots et lettres, c'est bien gentil, mais ça ne joue pas sur plusieurs langues. Et puis c'est important, ça fait partie Ça pourrait de être un jeu ça qui fait serait partie de vendu à notre la télévision patrimoine. israélienne. Parce que c'est quand même plus la télévision israélienne qui serait intéressée. C'est les Israéliens qui seraient intéressés. Par contre, pour la télévision française, il faudra la même chose pour le français dans les autres langues. Moi, j'avais l'intention de faire un travail sur le français dans les mêmes langues. Ah oui, ça sera un échange interlinguistique très intéressant. Oui. Très intéressant. Et puis, Alors, pour faire une parenthèse, votre méthode d'hébreu, pourquoi il n'y avait pas de méthode avant vous? si, il y a des méthodes. En quoi est-ce que la vôtre est meilleure? Parce que, en fait j'explique. En fait, ma méthode est basée sur. J'ai expliqué. Vous savez, bon, l'hébreu, c'est une langue qu'on dit que c'est facile à parler, mais c'est une langue très structurée. Vous avez par exemple sept formes de verbes. Oui. Voilà. Vous savez, vous avez 7 formes de verbes, alors qu'en français, vous en avez 3. Vous avez en fait des infinitifs, alors qu'en hébreu, c'est bien plus complexe et bien plus complexe. Et ma méthode, justement, elle explique tout. Elle explique, elle définit donc les règles grammaticales. Hein. Et puis, je l'ai faite justement pour qu'elle soit adaptée au public francophone. Ah oui. Voilà, vous avez beaucoup d'explications. Hein. C'est très fourni au niveau des explications, au niveau grammatical, aussi au niveau lexical, vocabulaire. Et j'ai fait très attention justement à proposer une progression pédagogique sans que l'utilisateur ait un... Oui. Alors c'est quoi cette progression? Cette progression, c'est basé sur des textes simples à apprendre, c'est-à-dire des textes... que vous avez rédigé vous-même? Ah oui, moi j'ai rédigé moi-même. Hein. Tout a été fait. Oui, pour que ça corresponde à votre méthode. Absolument, Oui. absolument. Et donc j'ai fait très attention à ce texte a nécessité 14 ans. 14 ans, plusieurs années de travail. Et donc j'ai fait extrêmement attention. Vous avez dans cet ouvrage une progression pédagogique soutenue, mais qui ne veut pas avoir un aspect rébarbatif. Oui. Et c'est justement ce que j'ai proposé, avec beaucoup d'explications, donc un texte, résumant en fait l'ensemble des acquisitions grammaticales et lexicales, mais aussi des tests questions-réponses dans chaque leçon. Peut-être que je le présente ici. Oui. Par exemple. Et vous avez aussi donc des questions à la fin de chaque livre. Les solutions donc aux tests et aux exercices et à la correction. Ah oui, oui. Absolument. Vous avez à la fin du livre un lexique. Donc vous avez à la fin un lexique français-hébreu, afin de permettre aux personnes qui sont motivées, qui veulent apprendre, en fait, développer leurs connaissances, faire leurs propres phrases, et bien de l'utiliser. Et vous avez également un lexique verbal, à la fin du livre, donc avec l'ensemble des verbes acquis
donc au fur et à mesure de l'étude. Et les conjugaisons, les 4 formes conjugaisons au présent, parce qu'en fait l'hébreu vous avez 4 formes, vous avez au présent, vous avez le masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel et féminin pluriel, et puis également les conjugaisons, donc la deuxième personne du masculin pluriel au passé, et également la deuxième personne, cette fois au masculin singulier, au futur. Et c'est une méthode qui satisfait beaucoup. Hein, ce qui est un peu fatigant avec l'hébreu, c'est qu'il faut constamment marquer la différence entre les hommes et les femmes. Quand on s'adresse à une femme, il faut toujours distinguer. Si vous dites à une femme de venir, c'est pas la même chose que de dire à un homme de venir. Ça n'existe plus tellement dans les langues européennes. Ça, c'est... Justement, en effet, c'est vrai. Moi, j'ai facilité. Les gens seront moins fatigués. Il faut constamment tenir compte de l'interlocuteur. Oui. Les gens seront moins fatigués du tout. Enfin, si je puis dire. Enfin, ils seront guidés par ma méthode. Oui, mais c'est bien. Je reconnais que cette méthode progressive me paraît intéressante. C'est vrai que pour l'hébreu, c'est relativement simple parce que effectivement, bon, mais il y a des choses bizarres en hébreu que je voudrais vous signaler, Monsieur Drey. Par exemple, pourquoi on dit ata quand on s'adresse à un homme, alors que le a est une finale féminine. Et on dit at pour une femme. C'est une bizarrerie, puisque dans l'hébreu est une langue où constamment le a marque le féminin. Et pourquoi est-ce que dans le cas de la deuxième personne du singulier, il faut une finale en a? C'est quand même pas normal. Là, je vous fais remarquer que ça me vient à l'esprit, c'est que ata, aleph, donc de at, c'est la première lettre de l'alphabet. Et tav, la dernière. La dernière, c'est incroyable. Non, ça c'est bien, donc je ne dis pas le contraire. Mais malgré tout, on est quand même un petit peu déconcerté par ce A qui est tellement... on se demande d'où ça sort, ce A, pour une langue qui au contraire est tellement sensible à la question... Avez, par exemple, Annie, c'est la première personne. Oui, bah, c'est pas non. Oui, bah, c'est pas non plus génial. Oui. Unique pour les hommes et pour les femmes. Oui, bah, c'est pas non plus génial dans ce sens. Il y a des choses quand même, on se dit... par exemple, mais malgré tout, on se dit que... normalement, spontanément, si on vous dit at et ata, vous diriez ata c'est pour les femmes et at c'est pour les hommes, comme gadol, gedola ou katan, ketana. Et moi j'ai une approche très critique des langues. Moi, je vois que pour moi les langues elles dépérissent, elles se déforment, elles perdent leur structure. Et donc pour moi là c'est un mauvais point. Mais il y en a aussi en français des choses qui vont pas. Toutes les langues ont leur pathologie, hein, ont leurs problèmes. Et est-ce que vous êtes sensible à la question, parce que justement on va rencontrer Maxime Félion, est-ce que vous êtes sensible à la... Vous ne pratiquez pas la guématrie par exemple, ça ne vous intéresse pas? Les valeurs numériques des lettres ou des mots qui auraient la même valeur numérique, ça vous paraît bizarre? Oui, ça me paraît très étonnant. Mais il y a des gens qui sont convaincus que l'hébreu a cette possibilité. Mais je crois qu'elle l'a. Oui. Donc quand même, vous ne niez pas que ça soit possible. Non, je ne nie pas. Oui. Il y a des études qui ont été faites qui ont montré qu'en effet, qu'on arrivait à trouver par le nombre en fait, de la somme de lettres correspondant à cette science, donc des équivalences entre l'hébreu. Enfin, votre position, c'est tout simplement que l'hébreu était une langue qui était connue au Moyen-Âge, et donc par conséquent, les gens... Mais est-ce qu'on ne peut pas, dans certains cas de vos rapprochements, trouver une racine, une autre explication, avec une racine de notre catégorie? Parce qu'il faudrait peut-être, oui, mais... Non, justement, j'ai voulu être très rigoureux dans mon approche. J'ai voulu être très rigoureux. Alors vous allez nous donner quelques exemples. Oui, vous avez par exemple Raït qui signifie meuble en hébreu. Et donc, et c'est logique, hein, vous allez comprendre que dans le 40e chapitre de la Genèse, ce terme signifiait en fait courir. Voilà. Courir, hein. Parce qu'en fait, meuble, ça vient de mobiliste, de bouger. Oui, le mobilier, oui. Et j'ai trouvé une correspondance consonantique très très intéressante
avec le terme allemand Reiten. Oui. Reiten, puisque ça signifie équitation, hein, Chevauché. chevaucher, hein, c'est-à-dire l'action de bouger. Très très étonnant, moi j'ai mis du temps à découvrir ça. J'ai mis quelques mois. Hein. Oui. L'un des premiers mots que j'avais trouvé en allemand, qui était très intéressant, c'est le lien entre le mot hébraïque massor, qui signifie la scie, hein, et le terme allemand messer. Messer, le couteau. Alors ça, j'ai trouvé ça incroyable. Hein. Et justement, c'est un de ces mots qui m'a dit, en effet, il est possible qu'il y ait des liens. Il est possible qu'il y ait des liens. Et j'en ai trouvé beaucoup. Hein. J'en ai trouvé beaucoup. Vous avez par exemple la racine yarak en hébreu, ça veut dire cracher. Yarak. Et j'ai trouvé un mot français peu utilisé de nos jours, mais qui signifiait aussi pour synonyme cracher, c'est raquer. Raquer. Ça signifie cracher. En argot, oui. Absolument. Cracher le morceau. Vous avez des liens avec, justement, je parlais de liens entre le judaïsme et le christianisme. Vous avez par exemple Knesset, hein, qui Oui. signifie l'assemblée. Oui, voilà. L'assemblée, et c'est vrai qu'on retrouve également une autre assemblée, un mot français, mais tout à fait incroyable, le conseil. Et on retrouve le C, le N et le S, qui est vraiment une assemblée, hein, avec les mots également ici, là, pour donner réconciliation. Hein. C'est vrai. Assemblée, lire. Kaal, qui signifie une assemblée. Vous avez Mais- la coalition aussi, Kaal, coalition. Mais vous savez que dans certains cas, ça peut être l'inverse. Hein. Vous savez que le grec a marqué l'hébreu à une certaine Absolument, époque. absolument. Donc il y a des mots hébreux qui sont d'origine grecque, en fait. Absolument. Il faudrait donc faire attention parce que ça peut oui, être dans non, l'autre mais sens. c'est tout à fait. Vous avez par exemple chacun, hein, c'est regarder. Hein, Tiens, en arabe, c'est chouf. Oui. Voilà, et c'est vrai que la racine aussi, scopus, c'est observer, regarder. Scopus, oui. Le mont Scopus, d'ailleurs. Oui, absolument. Mais là, c'est pas une influence étrangère. Non, parce qu'il y a des liens entre le grec et... Bah, par exemple, catégore, sanégore, Oui, dans le domaine juridique. Dans le domaine juridique. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Je ne vais pas citer dans mon livre, mais c'est vrai qu'il y a des liens, il y a des ponts. Il y a des ponts entre les civilisations. Oui. Il serait bien d'utiliser... Bah, c'est-à-dire que c'est intéressant, par exemple, pour l'apprentissage des langues, éventuellement. Quelqu'un qui connaît ces langues, ça lui permettrait de faciliter son apprentissage de l'hébreu. Je vais vous citer d'autres exemples vraiment caractéristiques. Voilà, allez-y. Voilà, vous avez par exemple domé, ça veut dire ressembler. Bah oui, Domé, semblable. ça veut dire ressembler. Bon, ben, vous avez idem, domé. C'est vrai. Et encore très remarquable, justement, théum, qui signifie jumeau. Oui. Donc, item, I-T-E-M. Vous voyez, c'est incroyable. J'ai mis des mois à découvrir tout ça. Mais on a le grec didymos, qui veut dire jumeau aussi. Pardon. Ah oui. Oui. Donc on peut se poser la question si le mot théoumime ne vient pas du grec. Oui, c'est vrai. C'est vrai, bon, il y a des liens. C'est évident. Mais on peut jouer à ce jeu, ça peut donner on peut créer un club comme ça de gens qui s'amusent à chercher des équivalents dans telle et telle langue. Et pour le russe, donnez-nous quelques exemples du russe, Le russe, Monsieur vous Drey. avez tseva, qui signifie en couleur, et moi c'était un des premiers mots que j'avais trouvé en russe. Vous avez tsiet, la traduction. Qui veut dire couleur aussi. Voilà, bon, en effet, on peut se demander si c'est Pas pas mal. un hasard consonantique. Hein. C'est absolument... Dans certains cas, oui. Oui, dans certains cas, ça peut. Vous avez par exemple shkaf qui signifie en russe l'armoire. Et vous avez shekufim, un terme donc, qui signifie les tenons, les joints. Donc c'est tout à fait remarquable. Hein, il y a vraiment et qui est mentionné dans l'un des livres de la Bible. Hein. Votre père doit être fier de vous Merci. s'il vous voit de l'autre côté. Mais c'est très sympathique comme tentative, effectivement. Et comment... C'était une raison d'honorer mon père. Mon père aimait beaucoup la France.
jamais été à l'école. Et moi, je suis parti de cet amour. Vous appelez ça mes manuel de parents. recherche linguistique, c'est intéressant Oui, comme c'est un expression. manuel de- oui, c'est un manuel de recherche linguistique. Donc Oui, vous moi, avez, je- vous avez développé une méthode de travail pour... de méthode de... J'ai Comme- cherché, comme je... Oui, c'est ça. Voilà, j'ai procédé à des recherches tout seul. J'ai isolé, l'isolement. C'est vrai que moi, ça m'amuserait de chercher de mon côté aussi. Effectivement, on pourrait passer du temps comme ça. C'est une gymnastique. D'ailleurs, c'est une sorte de casse-tête chinois, un peu. Ah, bah, ça Il faut trouver des corrélations, des correspondances. demandait beaucoup de- Mais ça demande de brasser un très grand nombre d'informations. Non, dire pas, que- bah, pas forcément. Aussi parce qu'il faut brasser toutes les langues Oui, en oui, même oui. temps Ah oui, pardon, et voir pardon. toutes les connexions qui peuvent se faire. Et donc, c'est quand même des milliers de possibilités qui sont mises en branle. Une recherche personnelle. Hein. Hmm. Moi, j'ai trouvé des choses extraordinaires. Il y a aussi les gens, par exemple, qui font des jeux de mots. Moi, j'avais un oncle qui faisait des jeux de mots. On peut jouer, on peut faire beaucoup. Il y a aussi de la dimension poétique. On pourrait imaginer une forme de poésie. Certains journalistes avaient évoqué cette dimension poétique. Ben oui, Dimension un poète, c'est quelqu'un qui rapproche comme ça pas forcément des mots qui se ressemblent et qui quelque part ne veulent pas dire la même chose, mais qui sont en résonance. On ne sait pas très bien. Vous auriez pu être un poète aussi, parce que cette recherche, le poète aussi, il va brasser tout un ensemble de possibilités jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui rime. C'est tout en l'honneur de la langue française, notre langue, Oui, mais il n'y a pas que notre joyau. Alors justement, parlez-moi de la langue française. Qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, la langue française, Bruno Drey? Elle porte. Non, mais expliquez-vous, oui. Elle donne de l'inspiration. Enfin, moi, elle m'a donné de l'inspiration. Oui, Cette générosité. elle porte, d'accord. Enfin, moi, elle m'a porté. Moi, elle m'a porté. C'est grâce à elle que j'ai appris toutes ces langues. Parce que j'ai un amour pour ce pays, un amour pour cette langue. Oui. Ah oui, la France m'a tout donné. Oui, vous avez inventé une sorte de cabale française, un peu. Enfin, une cabale de l'hébreu avec cette présence dans différentes langues. Moi, je dois vous avouer que je suis pas... quand je compare à tout ce que le français a apporté aux autres langues, c'est colossal. C'est la générosité. Alors moi, justement, j'ai essayé d'expliquer pourquoi le français avait eu ce rôle. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Parce que, à mon avis, si vous voulez, c'est une langue. Pour que des mots soient empruntés à une autre langue, il faut qu'ils ne soient plus connectés à cette langue, si vous voulez. C'est-à-dire que ce sont des mots outils. C'est-à-dire ce sont des mots comme ça qu'une autre langue peut. C'est comme un alphabet. On peut prendre un alphabet. On peut adopter l'alphabet d'une autre langue. L'alphabet latin, par exemple, il a servi à d'autres langues. Ah oui, l'alphabet, les deux premières lettres de l'hébraïque, c'est Aleph et Bet. On les retrouve en grec. Donc c'est normal quelque part qu'on retrouve. Ah oui, bien sûr. Revient sur ce chemin. Ça, c'est l'origine phénicienne. Voilà. Ah, oui. Mais c'est vrai que voilà le type même de mots hébreux ou sémitiques qui sont passés et de même qu'il y a beaucoup de mots arabes qui sont passés en français et en espagnol. Il y a dans l'argot français, même en espagnol, il y a aceite par exemple. Oui, justement, j'avais trouvé Zaït en hébreu. Qui vient de Zait, aceite, Zait, Assoul, je sais pas quoi. Oui, Alcool, enfin bon, alchèbre. Enfin, je veux dire que c'est plus connu ça, on connaît plus on a plus de dossiers sur l'influence de l'arabe. Oui, non, mais Parce qu'il alchimie. y a Kuba qui signifie sang dans un. Et même hasard. Al-Azhar, les dés. Donc l'arabe aussi a quand même beaucoup marqué sur ce plan-là. Donc vous essayez de montrer que l'hébreu aussi a eu une influence importante. C'est important. Mais enfin, moi... Par rapport à l'histoire, c'est important. Oui. C'est important. Non, très franchement, je ne suis pas
je trouve que c'est très méritoire, mais je pense que ça reste quand même, par rapport aux milliers de mots existants dans les langues, c'est quand même assez marginal. Non, Mais par rapport au fait qu'on a toujours considéré que l'Église c'était oui. voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, non mais moi je voudrais franchement, à la limite les gens pourraient penser le contraire, parce qu'il y a un paradoxe, parce que pourquoi est-ce qu'il y a eu pourquoi est-ce qu'il y a une influence tellement importante du monde judaïque, de la littérature judaïque, de la Bible, et pourquoi y a-t-il aussi peu de mots hébreux en français? Moi c'était la question inverse que je me posais, j'étais intrigué par le fait qu'il y ait aussi peu de mots hébreux en français, comparé à l'influence culturelle de la langue, voyez-vous, donc moi j'avais exactement le questionnement inverse. Je trouvais que comparativement à l'influence de la langue, de la culture, on avait relativement peu de mots hébreux en français en comparaison. Oui, il a fallu procéder à... j'ai mis des mois à trouver des mots. Ils ne sont pas venus comme ça. Ils sont pas venus comme ça, donc c'était bon. Oui, là vous avez comblé un vide, effectivement. Oui, parce que c'est vrai que avant vous, on n'avait pas trouvé grand-chose. On n'avait pas trouvé grand-chose. Et on se disait, bon, c'est comme ça. Maintenant, par le biais de l'arabe, il y a des mots qui se retrouvent en français et qui ressemblent à l'hébreu aussi. Parce que l'arabe ayant influencé le français peut avoir été influencé par le... Il y a des mots hébreux qui ressemblent au français. Il y a des mots français. Comment ? Si l'arabe a influencé ces langues-là, l'hébreu, étant donné qu'il ressemble à l'arabe... Comment ? Il y avait quelques études qui sur les mots hébreux oui, qui ont précédé la vôtre. Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé alors eux ? Ils avaient trouvé aussi des liens. Ils avaient trouvé des... Oui. Oui, ça avait trouvé des... Moi je sais que j'avais fait un travail il y a longtemps sur les mots français en russe. Ça a été une de mes premières recherches à une époque. Je me passionnais pour ça. Et moi j'ai une sorte de tic comme ça, dès que je lis un livre dans une langue étrangère, bon évidemment dans le cas du français, les mots français en espagnol et en italien, c'est pas facile parce que c'est des langues qui ont la même racine, donc on peut pas vraiment le montrer. C'est-à-dire qu'il a fallu procéder à des recherches, vraiment, moi j'ai mis des mois, je des mots, comme je le répète, mais c'est vrai quoi. Et dans l'isolement, dans le silence. Oui. Et ça non mais c'est bien que vous êtes très autonome. C'est vrai que je ne sais pas si des gens qui... Il faut être un peu coupé du monde pour faire ce travail. Oui, je crois, oui. Il faut être coupé du monde. C'est un peu la caractéristique de mon... C'est que moi j'ai eu un parcours assez atypique. Oui, vous l'avez expliqué, avec une certaine solitude. Oui. Une grande solitude. Des épreuves et des souffrances très importantes qui m'ont amené à me dépasser. À vous transcender. Oui, à me transcender, à me transcender. Et là, vous avez fait une sorte d'alchimie de tout ce que vous saviez et vous avez connecté, vous avez trouvé de nouvelles connexions. Là, par exemple, Keynes et Assemblée, connexion, absolument, on retrouve ça, vous avez dans mon ouvrage. C'est vrai qu'il a fallu vraiment s'accrocher, Mais vous savez qu'aujourd'hui, la tendance est un peu inversée parce qu'il y a des centaines de mots européens qui sont arrivés en hébreu moderne. Vous connaissez peut-être pas le... C'est Eliezer Ben Yehuda. Non, mais justement, Eliezer Ben Yehuda, il ne voulait pas qu'il y ait des mots étrangers en hébreu moderne, mais ils ont trahi l'hébreu moderne actuel, a trahi Eliezer Ben Yehuda. Vous ne connaissez peut-être pas l'hébreu moderne, vous n'écoutez peut-être pas la télévision ou la radio israélienne. Vous seriez frappé par le nombre de mots étrangers. Oui, donc ça c'est quand même pas du tout Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda, il voulait pas du tout ça. Il voulait une langue complètement pure au niveau hébraïque, mais en fait la société israélienne n'a pas suivi et elle a
elle a emprunté largement. D'ailleurs, une question qui se pose, c'est pourquoi on emprunte? Pourquoi une langue emprunte-t-elle à une autre langue? Pourquoi ce besoin d'un mot étranger alors qu'elle a ses propres mots à elle? Voyez-vous? Il y a, à mon avis, là, encore un état de crise. Moi, je m'intéresse beaucoup aux crises. Quand les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce qu'en fin de compte, une langue peut réactiver les mots. Elle peut, par exemple, attribuer de nouvelles significations à un mot. Plutôt que d'emprunter un mot étranger, elle peut dire, voilà, à partir de maintenant, tel mot aura d'autres significations, d'autres applications. Ça avait été fait en hébreu, je vous cite un exemple. Par exemple, t'appelles, ça veut dire soigner aujourd'hui. Oui, T'appelles, ça veut dire soigner dans le Tipoul. Justement, dans les écritures, hein, c'est des écritures bibliques. Il y avait un extrait où ça signifiait le mauvais penchant, quoi. Le Yetzer Hara. Voilà, le Yetzer Hara. Il faut savoir que TPL, par exemple, on retrouve. Alors le P correspond en fait au F. Au F également, on retrouve le mot Teufel en allemand qui est le diable. Qui est d'ailleurs une déformation de diable en fait. Oui. Alors je me demande s'il y a un lien entre Tapel et la racine Tapel et Teufel, mais c'est très intriguant. Très intriguant. Entre le diable et l'idée de soigner? Non, pas l'idée de soigner, parce que ça voulait dire mauvais penchant. Ah oui, mais ça je ne savais pas, je connaissais pas cette. Pour ça que je l'avais vu, ah oui. Voilà, ça, il faut savoir d'où ça vient, ça, effectivement. Vous comprenez? C'est pas ça, sûr. oui. Enfin, c'est intéressant. Oui, on peut faire toute une. Parce que, à travers ça, vous avez des populations juives qui ont visiblement beaucoup à apporter aux populations locales. Hein, mais également par les langues. Hein, pour une bonne résumé, par exemple, si on prend le cas de la langue française, quels sont les mots français qui sont empruntés à l'hébreu, ou qui pourraient l'être empruntés? Non, mais pour refaire le point là-dessus. Parce que pour voir. J'ai trouvé près de 500 mots, 500 termes français qui étaient rapprochés. Mais quels sont les plus courants? Vous avez par exemple or, la lumière. Oui. Hein, le soleil se lève à l'Orient. Oui. À l'est, absolument. Aurore, donc aurore. Horaire. La racine horaire, ça veut dire se réveiller. Et vous retrouvez l'aurore. Hein. Vous savez que ça vient quand même de la. C'est une déformation de l'arabe Nour, quand même, hein, or. Oui, justement, Nour, c'est ner en hébreu, c'est la bougie. Oui. Ça donnait même le mot minaret, vous savez. Minaret. Ah oui? Non, je ne savais pas, non. Lumière. Non, c'est intéressant. Ça. Oui, c'est intéressant. Oui, parce que l'hébreu, moi j'ai comparé un peu l'hébreu et l'arabe, oui. Il y a des parfois il y a des lettres qui disparaissent, des lettres initiales qui disparaissent. Par exemple, le cœur, lève, en arabe lève c'est kolb. Donc ils ont perdu le cœur initial. Vous avez des termes, moi je crois aussi des termes mathématiques. Vous avez par exemple donc Od qui signifie encore. Oui, addition. Hein. Oui. Vous avez Kafoul qui signifie double. Et décuplé. Ça fait KPL, on retrouve décuplé, même si on dit que ça vient de décem, Oui, ça c'est vrai, c'est logique. 10, hein. Vous avez donc para qui signifie briser, la fraction. Oui, c'est pas mal, oui. Il fallait trouver. Voilà, Igeraon en hébreu ça veut dire déficit, hein. Enfin, ça veut dire voilà, en dessous. Et vous avez là le terme allemand Göring. En dessous, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ouais, moindre. Voilà. Ouais. D'ailleurs, je continue à développer. J'imagine. Alors, vous faites de nouvelles éditions, elles sont identiques ou il y a des choses nouvelles? Non, c'est à chaque fois, c'est un ajout. Il y a un public qui s'intéresse à ça, qui. Vous avez les grandes universités. Hein.
travers le monde, hein, qui intéresse. Vous avez eu l'occasion de faire des conférences jusque-là? Non, très très rarement. Très très rarement. Toujours isolé. Pourquoi? Bah, parce que j'étais. Oui, bon, parce que. Bah écoutez, je vois pas ce qui vous empêche dans un centre. Par exemple, moi je connais des centres communautaires à Paris. Oui, à part. Même dans les synagogues, souvent le soir après le Shabbat, il y a des C'est conférences. intéressant. Eh bien, vous pouvez présenter. Ah oui, oui, bah, non bon. seulement, mais les amitiés judo-chrétiennes. Mais c'est surtout intéressant pour les gens qui sont un peu polyglottes aussi, Oui, qui aiment pour les bien. Blagues, bien sûr, bah oui, Parce pour que les gens qui aiment les langues. voilà. Ça, c'est le carrefour de nos civilisations. Et puis, bon, et puis on a. C'est une richesse. Et votre métier dans les chiffres, ça vous aide aussi? Votre acuité, une certaine La acuité? rigueur qui m'a aidé. Oui, la rigueur, oui. Ah oui, voilà. Parce que vous êtes dans la comptabilité. Ah oui, mais comme je l'ai expliqué, je fais beaucoup de choses hein, au niveau professionnel. Hein, mais j'avais fait au début de ma carrière professionnelle, j'avais fait un fichier de 60 clients. Hein. Mais c'est à partir de. Mais pour une société donnée? Pardon. Qui c'étaient ces clients? C'était une entreprise de télésurveillance. Oui, c'est ça. Donc c'était des gens qui. Oui, Ils avaient autant de clients que ça? Ah oui, oui, bah c'était. C'est incroyable. Au début, c'était au début de la. Ah bon? Oui, des années 90. Hein. Ah bon? C'était à ce point-là? Je savais pas. Ah oui, Ça marchait vachement bien. Hein. Bah oui, c'était la sécurité. Un domaine important, la sécurité. Active duty. Alors ça veut dire quoi ce titre que vous avez amusant là? Oui, nous parlons l'hébreu. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'en effet, on peut parler l'hébreu. On peut. Avec cette méthode. Et par exemple, comment fait-on pour apprendre l'apprentissage des lettres hébraïques? Vous avez un système? Oui, bah oui, bien sûr. Vous avez un truc pour apprendre les lettres hébraïques? J'ai une méthode pour apprendre à parler, c'est le dodo. Voilà, vous prenez une lettre. Voilà, c'est une méthode. Voilà, première lettre de l'alphabet, ensuite c'est la lettre Aïn en fait qui est muette comme le Aleph. Et vous passez au bête et puis il y a des nouveaux mots. Et puis au fur et à mesure, je forme des nouveaux mots à partir des lettres Oui. déjà C'est une sorte apprises. de Lego, oui. Voilà, j'ai mis du temps là aussi. Hein. J'ai mis du temps. Voilà. Et vous avez formé des élèves? Vous avez organisé un petit cours comme Ouais, ça? En fait, c'est l'idée m'était venue parce qu'en fait, j'ai enseigné l'hébreu à la synagogue de Saint-Jean. Ah bon? Ben oui, Voilà. c'est ça qui a donné l'idée de la méthode. Ben voilà. C'est normal, c'est logique. Non, mais c'est vrai qu'il y a une interpénétration entre les langues, c'est clair, plus ou moins évidente. Beaucoup de mots italiens qui sont arrivés en français aussi. Enfin, il y a des choses comme ça. Bon. Et vous avez d'autres projets de recherche, monsieur Drey? Je continue la recherche. D'autres pistes de recherche, non? Je continue par moi-même essayer de trouver des choses, des choses. Bon, maintenant ça devient plus rare. Hein. Ah bon? Ben oui, parce que. Ah bon? Ouais. Et vous n'auriez pas une méthode informatique pour faire des recherches dans ce domaine? Ah non, ça m'intéresse. Je suis à l'informatique. Bah oui. Oui, mais c'est. Vous mettez tous les langues, toutes les langues sont mises sur informatique et puis vous mettez un mot hébreu et puis vous cherchez. Valait mieux peut-être que ce soit un homme qui fasse ça Oui. à la machine. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Valait mieux faire ça. Oui, bah, ça vous a donné pas mal de satisfaction au cours de vos 2 années. Ça vous a apporté des petits plaisirs. Oui, ça m'a donné des. J'avais besoin d'exister. Oui, oui, je comprends très bien que ça a pu vous aider à transcender effectivement vos frustrations. Oui, homme de bonne volonté. Parce que ce braquage, comment ça s'est déroulé ce braquage? Ça s'est déroulé c'était dans la banlieue de Gonesse. Mais pourquoi? Vous avez été directement menacé par une arme? Comment ça s'est passé? Ah oui, moi j'ai une arme sur ma tête. Ah oui, c'est ça. Oh, ça a été très dur parce qu'en fait, je sais pas ce qui s'est passé, en fait, c'est l'effet du post-traumatisme, c'est-à-dire que Sur le moment, c'était pas trop pénible sur le moment, c'est après? si dans la nuit que j'ai eu ce braquage,
j'avais mal dormi. J'ai compris qu'il y avait quelque chose Bah oui. qui s'était passé parce qu'en fait, ils ont mis l'arme sur ma tête et visiblement, il y a eu un effet, il y a eu quelque chose qui s'est Ah oui. Ah oui, oui, ça c'est prouvé scientifiquement que. C'est prouvé Que scientifiquement quoi que quand on met une arme, il y a quelque chose qui peut se produire. Ah oui. Ah oui, Il y a une oui. réaction Ah oui, du oui, cerveau. oui, non, mais là, Il y moi, a un phénomène de contraction. Oui, oui, il y a eu quelque chose. Il y a une peur quelque part. Oui, oui, il y a eu une peur qu'il s'est passé quelque chose. Le corps a eu Et peur. la nuit où j'ai. La nuit où je. Donc où ça s'est passé, enfin. J'avais mal dormi, enfin j'ai compris qu'il y avait eu quelque chose. Et donc, mais l'effet post-traumatique, il s'est produit quelques mois après. Et oui, il s'est produit quelques mois après. Et alors, j'arrivais plus du tout à dormir. J'étais vraiment, j'étais complètement perdu. J'étais tellement stressé. Et le stress qui a pris le dessus, enfin, c'était quelque chose de terrible. Je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à me calmer. C'est horrible, je tremblais pendant des mois. Enfin, vraiment. C'est quelque chose. Puis j'ai changé de personnalité. Oui. Oui, j'ai changé de personnalité. Ah oui, j'ai changé, je suis plus le même Ah oui. qu'avant. Ben non. Bah, vous avez vieilli. Non, j'ai pas que vieilli, j'ai changé de personnalité. C'est pas vieillir. Vous avez changé d'écriture, vous avez changé de. Non, j'ai changé. Avant, j'étais quelqu'un de religieux. Ah oui, vous avez pris de la distance par rapport aux Oui, religieux. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est quelque chose qui a. Mais c'est C'est des choses qui sont très très dures. Et d'ailleurs, bon, j'en garde parce que je suis quelqu'un d'anxieux. L'anxiété, quand elle se réveille, c'est terrible. Oui, et vous prenez parfois des médicaments pour. Oui, c'est-à-dire l'anxiété, quand elle se réveille, ça me replonge. 20 ans après. Ouais. Ça me replonge. Non, il faut faut un laps de temps pour. Mais parfois, ça peut réveiller des choses plus anciennes encore. Ça et peut-être que vous avez, non, peut-être que vous avez. Ça réveille dans l'inconscient. Non, mais peut-être des choses qui sont antérieures au braquage et qui étaient déjà, qui vous avaient déjà fragilisé quelque part. Oui, c'est ce que dirait un psychiatre, psychologue. Oui, il dirait, il y a certainement eu dans l'enfance oui, quelque chose absolument, parce que vous avez parfaitement raison. Là, vous tapez dans le mille, parce que ma mère était bijoutière. Vous tapez dans le mille. Et la première fois qu'elle s'est fait braquer, j'avais 7 ans. Ça m'a marqué. Vous étiez là? Oui. Non, j'étais pas là. Mais vous en avez appris. Le témoignage de ma mère. Ah oui, c'est ça. C'est très dur. Oui, ça crée un précédent. Oui. Non, mais non seulement, mais ça crée de l'anxiété. Et puis elle vous a transmis. Pour un enfant. Bah oui. Ça crée de l'anxiété pour un enfant. L'attachement très fort que j'avais pour ma mère. Qui a influencé beaucoup ma personnalité. Ces langues, vous ne les pratiquez pas, ces langues, véritablement? Je les ai pratiquées quand j'étais réceptionniste dans un hôtel. Ah oui? Oui, parce que j'étais réceptionniste. Ah, voilà. Bah oui. Intéressant aussi, ça. Bah oui. Oui, oui. Non, c'est vrai, connaître des langues, et tout d'un coup, on se dit, tiens, on va essayer. C'est créatif, votre démarche. Hein. C'est une forme de composition, c'est une sorte de bouquet, de patchwork, comme ça, de puzzle. Il fallait un exutoire. Pour dire aux gens, ben voilà, je suis là. Je suis Oui. un homme de bonne volonté, je suis un humaniste. Mais ce qui m'a frappé dans ce que vous dites, c'est effectivement, c'est l'autonomie, c'est-à-dire effectivement trouver en soi-même. Ne pas. Parce qu'en fait, il y avait Dieu quelque part. Voilà, c'est ça. Mais il y a toujours. Il y a dans chaque être humain qui souffre, il y a toujours une voix qui peut pour tout être humain. ben, on peut croire aux guides, on peut croire aux anges. Mais aussi, il y a toujours une lumière. Vous croyez par exemple à la voyance,
à la divination, vous avez déjà demandé à tirer des cartes, des choses comme ça? Non, j'ai pas été. Non, j'ai pas été vers ce point, mais bon. Mais ce qui est bien, c'est qu'au lieu de vous aliéner par rapport à quelque chose d'extérieur, vous avez surtout fait un travail intérieur en fait. J'ai voulu dire. Vous avez brassé tout J'ai ce que voulu. vous êtes devenu une sorte d'ordinateur humain en fait. C'est-à-dire que tous les milliers d'informations que vous aviez, vous les avez connectées entre elles, comme l'aurait fait un ordinateur. Un ordinateur. Oui, mais moi, c'était avec la pensée. Oui, mais c'est le même processus. Oui, mais c'était avec mon âme que j'ai fait ça. Oui, C'était avec mon âme. oui, oui. Il fallait dire, voilà. Puis bon, je pense qu'il y a eu de l'eau aussi. Mais est-ce que je vous pose une question un peu indiscrète? Est-ce que vous avez vous avez engagé des relations avec des femmes au cours de votre vie? Vous avez créé des couples, une situation de couple? Non, mais je veux dire, est-ce que vous avez subi aussi des chagrins d'amour ou des choses comme ça? Enfin, est-ce que vous avez été parce que ça aussi, ça peut marquer un braquage. C'est un élément qui est frappant, mais il y a d'autres choses dans la vie qui peuvent frapper quelqu'un. La vie ne nous épargne pas des traumatismes ou des chocs. Ou même on doit quitter quelqu'un ou quitter une entreprise. Ouais, là, ça c'est ma vie personnelle. Oui. Oui, enfin l'isolement m'a amené à être encore plus isolé, figurez-vous. Oui. Et ça c'est très dur. Ça c'est très très dur parce que quand on est isolé et quand on est aussi quand on appelle au secours et qu'on ne vous répond pas. Oui. Alors ça c'est terrible. Est-ce que vous avez des frères et sœurs aussi? Oui, des frères et sœurs, oui, mais ça, je veux dire par là qu'il m'est arrivé des situations où j'ai frappé à la porte, on m'a pas répondu. Ben oui. Alors ça c'est terrible. Après même ma famille qui j'ai frappé. Là où j'ai été, alors là c'est terrible. Ça, c'est vraiment... Voilà. Il y a aussi d'autres choses que le braquage qui peuvent jouer dans la vie. Oui, non mais je veux dire, oui, l'isolement fait partie de... Mais comme vous dites, c'est un paradoxe parce que l'isolement vous apporte aussi des satisfactions. C'est-à-dire que c'est à double tranchant, en fait, compte. Il aurait fallu... Parce que grâce à cet isolement, vous avez pu faire ce travail et en même temps, Alors ça, je sais pas, j'étais prédestiné à... je pense que, au contraire, l'amour aussi transcende. L'amour transcende. oui. Et l'amour transcende et m'aurait amené à... Moi, je pense que l'amour de la langue française, eh ben oui, parce que ce pays m'a apporté tellement que je lui en suis reconnaissant. Vous avez sublimé au niveau de l'amour de la langue. La langue française et la langue, c'est la France, parce que bon, il faut dire une chose, c'est un pays généreux, c'est un peuple généreux. Et puis le mot langue aussi a plusieurs significations. C'est à la fois la langue qu'on parle, mais c'est aussi un élément qui joue un rôle important dans l'amour, dans le rapport amoureux. Le témoignage. La langue, c'est le baiser, c'est... Oui. Témoignage, ça vient de Testa, la chaune, sa femme. La relation. Mais c'est vrai en vous écoutant, on a envie de faire des recherches, on va dire, mais tiens, chaque fois maintenant que j'emploie un mot, je me suis dit, est-ce que ça n'a pas un rapport avec tel autre mot? On peut s'amuser comme ça indéfiniment. On pourrait se rencontrer une fois par semaine pour se dire, tiens, on lance un mot et puis c'est au premier qui trouve le mot qui a gagné. Moi, je vois très bien un jeu... Comment? Si vous voulez, mais on prendra tout à l'heure. Est-ce qu'on va aller à la réunion, là? C'était un plaisir.